Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 17 juin 2026 et notre cher ami, notre frère, Pepe Escobar, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Pepe. Quel plaisir d'être avec toi, Nima, surtout parce que je suis au cœur des ténèbres. Je suis au Natostan, dans mon refuge officiel, bien à l'écart, avec ce magnifique textile javanais derrière moi. Et je suis très loin du G7. Enfin, pas vraiment, c'est à 2 heures d'ici. Mais bon, pourquoi y aller, hein? Surtout que c'est toi qui as la meilleure vidéo du G7, Nima. J'en suis sûr. Oui, je vais partager ça avec vous et avec notre public. Et vous prenez ça, le patron arrive. Voici ce que Donald Trump a dit à propos de sa participation au G7. Hello. I'm the boss. How are you? Thank you. Okay. Oui, It's a masterpiece, isn't it? Because, first of all, c'est un chef-d'œuvre, non? Parce que d'abord, il sait qu'il est le patron. Il est entouré d'une bande de perdants horribles. Et ces perdants horribles, à l'unisson, on les entend, hein? Et ils ne peuvent rien y faire. Donc, c'est une véritable leçon de ce qu'on appelle en anglais « working the room ». Il sait comment capter une salle, comment imposer sa présence tout de suite. 3 mots suffisent. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et en même temps, on sent que son langage corporel, il n'est pas à l'aise avec lui-même. Il a beau être le patron, à quoi bon l'être au milieu d'une bande de perdants? Pas grand-chose. Ce n'est pas eux qui décident. Et la preuve supplémentaire, elle n'est même pas dans la vidéo. And the extra proof is not in the video. The G7, they called 4. Le G7 a invité 4 pays des BRICS à ce sommet. Et ils étaient là. MBZ pour les Émirats arabes unis. Il a eu un entretien privé avec Trump et un autre avec la toxique Méduse von der Leyen. L'Égypte, l'Inde et le Brésil étaient aussi présents. Et le pauvre Lula, lui, a été relégué en 2e division, même sur la photo. Si vous regardez bien, c'est très important, la photo officielle. Si vous observez les images de la mise en place, la façon dont ils ont pris position pour la photo, Lula a été placé tout à l'extrême gauche. Et si on regarde la photo de notre point de vue, il se retrouve tout à l'extrême droite, à la limite d'être hors du cadre. Et c'est très très important pour vous tous, notre public. Juste au centre, on a « C'est moi le patron », bien sûr, côte à côte avec le pathétique petit roi. Et devinez qui se tient à côté de Trump et de Macron? L'Inde et l'Égypte. 2 pays des BRICS. Pourquoi Modi et Sisi? C'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment sérieuses. Tous deux sont des soutiens, l'un de façon très évidente, l'autre en essayant de le dissimuler, de ce qu'on appelle Bellum Judaica. Ce n'est pas la Pax Judaica, c'est la guerre judaïca, Bellum en latin. Donc, ils soutiennent Bellum Judaica. Et ils soutiennent aussi un corridor de connectivité qui, à l'heure où l'on parle, est mort. L'IMEC, censé être le corridor Inde-Moyen-Orient, mais qui est en réalité le corridor Israël-Moyen-Orient-Europe-Inde. Israel, Middle East, Europe, India corridor. And they are side by side with Et ils sont côte à côte avec 2 des pays où le lobby sioniste est le plus puissant au monde, les États-Unis et la France. Voilà comment il faut lire cette photo. Elle en dit long. Et elle montre aussi la situation désespérée du G7. Ils organisent un sommet du G7, mais ils ont besoin d'inviter 4 pays des BRICS pour exister un peu. Sinon, ce ne sont qu'une bande de perdants. Et le patron entre dans la salle, les regarde et dit « C'est moi le patron. Vous n'êtes rien. » Eh bien, tu peux faire ça, Nima, sans même aller à Evian pour boire de l'eau d'Evian sur place. D'ailleurs, tu peux en acheter au supermarché pour moins d'€1. Pas besoin d'y aller. Okay. I think two
Je pense que dans ce sommet du G7, il y a deux sujets importants. L'un d'eux, c'est le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis, qui était le thème principal de votre dernier article. Et on sait que votre article n'est pas encore publié. Pas encore sorti. Il sortira ce soir en Russie et en Asie. Mais je t'ai envoyé une copie, le brouillon original. Je l'ai ici. C'est pour ça. Parce que beaucoup de gens dans notre public me demandent ensuite « Où est le lien ?» Eh bien, on ne l'a pas encore. Pas pour le moment. Si tu obtiens le lien, tu peux me l'envoyer et je le mettrai dans la description de cette vidéo. Merci Nima, je vais le faire. Ça va me prendre au moins quelques heures. Merci. Merci beaucoup. Et le titre, c'est « De quoi parle le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis ?» Exactement. Oui. Quelle est votre compréhension de la situation? Qu'en pensez-vous? Nima, d'accord, pour te donner la version courte. Bien sûr, je rentre un peu dans le détail de certains des 14 points mentionnés dans le protocole d'accord, qui étaient à l'origine tous des arguments et des propositions iraniennes. En gros, c'est une manœuvre pour gagner du temps. Trump a, je dirais, une stratégie en 3 étapes pour vendre ce protocole. Premièrement, il va dire que la libre circulation du pétrole dans le détroit d'Ormuz est rétablie, grâce à lui. Donc il a libéré le détroit d'Ormuz pour le ramener à la situation d'avant la guerre qu'il a lui-même déclenchée. Il faut vraiment être un parfait idiot pour avaler ça. Mais bon, lui, il pense qu'il peut le vendre comme ça. En gros, j'ai libéré la circulation du pétrole dans le détroit d'Ormuz. Donc, ça veut dire qu'il va calmer les marchés. Il va aussi calmer le marché obligataire, pas seulement celui de l'énergie. Il n'y aura pas de flambée de l'inflation. Tout va revenir à la normale grâce à lui. C'est comme ça qu'il va le présenter. Alors, premier point. Deuxième point, il peut dire très bien, on commence à négocier. Mais les négociations ne sont pas si importantes. Ce qui compte vraiment, c'est le pétrole, qui a toujours été là dès le départ. Et en fait, il gagne du temps, ou au moins une accalmie, en allant vers les élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre. On est en juin maintenant. Il va y avoir une première phase du protocole d'accord, d'une durée de 30 jours, pendant laquelle il faudra faire des concessions. Parmi ces points, il y a une certaine forme d'allègement des sanctions envers l'Iran. Aucun de nous n'y croit vraiment. Mais les États-Unis l'ont promis, donc ils doivent bien donner quelque chose. Deuxième point, suivez l'argent. C'est essentiel. 12 milliards de dollars qui, selon le protocole d'accord, doivent être rendus à l'Iran dans cette première phase. Cela veut dire que dans les prochains mois, l'Iran doit recevoir 12 milliards de dollars de son propre argent, qui avait été confisqué. Et les 12 autres milliards pendant la période suivante de 60 jours, celle des discussions proprement dites, n'est-ce pas? Donc Trump peut bien sûr, si les États-Unis versent ces 12 milliards, toujours dire à l'opinion publique américaine, « Regardez, ça n'a rien à voir avec nous. » Ce sont des banques qataries, saoudiennes, omanaises. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Et c'est comme ça qu'il va le présenter. Ses partisans aux États-Unis vont dire « D'accord, on n'a rien à voir avec ça. » Et troisièmement, il essaye surtout de gagner du temps. Si cette affaire peut plus ou moins disparaître des médias dans les prochaines semaines, disons 1 mois, plus 2 mois de négociations, donc jusqu'à septembre ou début octobre, il sauve peut-être un peu de son capital politique. Et les gens ne feront pas le lien direct entre le protocole d'accord et la défaite stratégique massive des États-Unis dans la guerre contre l'Iran. Vu que la capacité d'attention de l'Américain moyen est très limitée, il pourrait bien s'en sortir. Ce n'est pas du tout farfelu d'imaginer que ça puisse arriver. Et puis bien sûr, quand on arrivera aux élections de mi-mandat, il ne sera pas complètement anéanti.
Peut-être qu'il pourra sauver quelque chose pour le Parti républicain. S'il n'y arrive pas, on sait tout ce qui va se passer ensuite. Les démocrates auront la majorité au Sénat et ils vont immédiatement le destituer, s'en prendre à lui, à sa fortune, à sa famille et à ses proches. En gros, il investit dans sa survie politique à moyen et à long terme. Donc ça commence maintenant. Et c'est pour ça qu'il avait tellement besoin de ce protocole d'accord. C'est sa seule porte de sortie. It is the only off-ramp in town for him. So he took it. And until the last minute, Nima, he was not... Alors il l'a accepté. Mais jusqu'à la dernière minute, Nima il ne voulait pas le faire. C'est pour ça qu'il faut revenir à ce qui s'est passé dimanche dernier. C'est très important pour toi et pour notre public. Devine qui était à Islamabad tout le week-end. Abbas Araghchi, en personne. Il négociait directement avec les médiateurs pakistanais les termes finaux du protocole d'accord. Et il disait avec optimisme, « D'accord, dimanche, on envoie la version finale aux Américains. Ils disent oui et c'est réglé. Ensuite, on pourra annoncer qu'on va le signer plus tard dans la semaine suivante. Cette semaine, pendant qu'on parle, on est mercredi. La cérémonie de signature doit avoir lieu à Genève vendredi. Mais Israël a décidé d'attaquer Dahieh et de faire exploser le protocole d'accord avant même qu'il y ait un véritable accord. Araghchi était à Islamabad, en contact direct avec les médiateurs pakistanais, qui eux-mêmes étaient en contact direct avec les Américains. Alors Araghchi a dit aux Pakistanais, « Appelez les Américains tout de suite et dites-leur que si Israël continue de bombarder Dahieh, nous sommes prêts à commencer à bombarder Israël maintenant. » Maintenant, ça veut dire littéralement maintenant. Nous avons le doigt sur la gâchette et la liste des cibles est déjà prête. Les Pakistanais appellent donc les Américains et quelques minutes plus tard, la Maison-Blanche répond « D'accord, on va signer. » Ils ont dit « On promet, on va signer. » Et ils ont accepté, d'après les médiateurs pakistanais, au moins 3 points parmi les 14 sur lesquels les Américains disaient encore « non, non, non ». Au final, ils ont accepté. Voilà, Nima, où nous en sommes. Mais il n'y a aucune garantie sur rien. D'abord, les Américains affirment que Trump et Vance ont signé électroniquement. Mais on n'a aucune preuve. Personne n'a montré la moindre copie de la page électronique avec leur signature. C'est ce qu'ils disent, rien de plus. Et du côté iranien, à ce qu'on sait aujourd'hui, on est mercredi, en fin d'après-midi, ici en Europe, personne ne sait encore si les Iraniens ont signé. Donc ils sont toujours en train de réviser le texte. Le processus à Téhéran est bien plus complexe qu'une simple décision du dirigeant, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, disant « Très bien, on signe ». Non, il a délégué la signature au Conseil suprême de sécurité nationale. Ça veut dire qu'ils continuent à en débattre entre eux. Et Mojtaba, d'après nos médiateurs qui ont accès à lui, parce que lorsqu'ils sont allés en Iran il y a quelques semaines, ils ont rencontré Mojtaba en personne avec une délégation de religieux chiites pakistanais, reste directement impliqué dans ces discussions. C'est extrêmement important parce que ça crée de la confiance entre les négociateurs pakistanais et le dirigeant. Donc, par l'intermédiaire des religieux chiites pakistanais, ils sont en contact direct avec Mojtaba. Cette délégation dit alors, vous, les membres du Conseil suprême de sécurité nationale, vous devez obtenir une majorité solide. Si vous y parvenez, alors vous signez. Je vous donne le feu vert pour signer. Mais seulement si je dirais, pratiquement tout le monde est d'accord. Et c'est pour ça, ce point est encore débattu en Iran. C'est la toute dernière information qu'on a, Nima. On a vérifié hier soir une dernière fois avec les médiateurs pakistanais et on a eu ça d'un des participants à la table. C'est vraiment, vraiment important. Oui. Comment est-ce que vous voyez la manière dont Israël essaie d'obtenir le protocole d'accord ou une copie de ce protocole?
Well, they're because desperate, they aren't tried they? everything to get Parce qu'on a tout essayé pour l'obtenir. But it's very Mais hard c'est to très believe difficile de croire, Nima, qu'ils ne l'ont pas encore they vu. haven't seen it. Exactement. C'est pratiquement impossible qu'ils ne l'aient pas encore vu. Mais ils veulent l'avoir officiellement. officially to put Exactement. Exactly. Peut-être qu'ils ne l'ont pas officiellement. Par exemple, peut-être que la Maison-Blanche ne leur en a pas envoyé une copie officielle. A copy of Mais vu le lobby sioniste à Washington et ailleurs, enfin, voyons, évidemment, tout le monde en a une copie. Il y a des copies en arabe qui circulent partout. En farsi aussi, pour des raisons évidentes, mais en arabe partout. Donc tout le monde en a une copie. Évidemment, les Israéliens l'ont vu. Ils jouent la carte du « on nous a ignorés » et tout ça. Il y a clairement un petit jeu de bons flics, mauvais flics dans toute cette histoire. Mais ça ne trompera personne. It's not going to fool anybody. But we heard Mais on a entendu le Premier ministre du Canada. Il a dit sur CNN qu'il avait vu le document. saw the document, C'est quelque chose comme 2 pages, quelque chose comme ça. like 2 pages, something like that. Yes, it's very short. Exactly. And then Oui, c'est très court, exactement. La version qui circule sur les chaînes arabes, Al Arabiya, Al Jazeera, tout le monde en a une copie. Donc oui, c'est très court. Mais, et c'est très important, les 14 points que l'Iran défendait depuis des semaines, ils y sont. Et ça, c'est vraiment essentiel. Maintenant, si les Américains vont s'y tenir, c'est une autre histoire. Et cette histoire commence vendredi, les 30 premiers jours, puis les 60 jours suivants, qui seront décisifs. Je dirais que la grande majorité d'entre nous, les analystes indépendants, ne croient pas une seconde que les Américains vont tenir ne serait-ce que 10% de leurs promesses. Parce que s'ils le faisaient, la plupart de ces points clés signifieraient une défaite stratégique majeure. Et ça, ils ne peuvent tout simplement pas l'admettre. Et ce n'est pas une question de Trump. Trump, c'est un messager, un simple messager. Le patron, ou peu importe, mais enfin un swingster. He's a messenger, a lowly messenger, the boss or whatever. But come on, the people who run the show treat Trump as a Les gens qui dirigent le spectacle traitent Trump comme, disons, leur petit messager. Les élites dirigeantes aux États-Unis, elles, ne peuvent absolument pas l'admettre. Parce que, dans la grande image, dans le grand plan, il s'agit de soumettre l'Iran, de provoquer un changement de régime, de contrôler le détroit d'Ormuz, de contrôler les flux d'énergie venant d'Iran, et surtout d'imposer le pétrodollar à l'Iran et à tout le monde. Les autres, eux, utilisent déjà le pétrodollar, mais il ne faut surtout pas qu'ils aient l'idée de s'en écarter. Pour ça, il faut conquérir l'Iran. C'est le plan directeur et ils n'en dévieront pas. La guerre, encore une fois, c'est quelque chose que vous et notre public vous savez déjà. C'est une guerre contre l'Iran, contre l'intégration eurasiatique, contre le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, contre toute l'Eurasie, contre les BRICS, contre l'Organisation de coopération de Shanghai et contre le Sud global. against BRICS, against SCO, against the global South. And conquering Iran is an Et essential conquérir l'Iran, for this c'est une war. étape essentielle pour que cette guerre continue. Brings us to the key question. Ce qui nous amène à la question clé. Est-ce que cette guerre va se calmer à partir de maintenant? Non. Elle va juste changer un peu de nature. Elle sera peut-être un peu plus lente dans sa progression qu'il y a 3 mois ou qu'au plus fort du conflit. Mais on restera dans une guerre hybride. Il y aura toujours des opérations secrètes, des opérations sales, des actions clandestines, des opérations de déstabilisation, des tentatives de changement de régime. Rien ne va changer. L'Empire se retire un moment, il se réorganise, mais il reprendra plus tard. Et ça, la direction iranienne le sait très bien. Les Russes et les Chinois le savent aussi, parfaitement. The Russians and the Chinese also know it very, very well. Pepe, have you watched the Pepe, t'as vu l'interview avec l'ancien officier israélien Rami Minash, celui où il parle des dossiers Epstein et de la carte maîtresse que Benjamin Netanyahou garde encore en main. Il a toujours cette carte à jouer. Je sais pas, il a vraiment cette carte à jouer. He has that card to play, and he's probably waiting for the. Et il attend probablement le moment absolument crucial pour s'en servir. Et ce moment crucial pourrait arriver si, et c'est un grand si, Trump dit clairement à Netanyahou « N'interviens pas dans mon accord ». Je dirais que c'est la seule possibilité.
Et après ça, Netanyahou pourrait dire « Très bien, d'accord ». Et là, les dossiers Epstein feraient la une partout sur la planète. D'ici là, on va continuer avec ce jeu du gentil flic et du méchant flic. Until then, we're going to have this good cop, bad cop thing. Yeah. Here is what- Voici ce que Rami Menache m'a dit. Voilà ces mots. Here is what he said. D'accord, d'accord. C'est un véritable accord entre les Américains et les Iraniens, et on va clairement dans cette direction. Netanyahou va essayer de le saboter. L'un des moyens qu'il pourrait utiliser, ce serait de diffuser des éléments liés à l'affaire Epstein contre des responsables du gouvernement américain, y compris Trump, et il les rendrait publics, du matériel inédit, jamais vu auparavant. Donc, c'est pas seulement Trump. Je sais que Howard Lutnick est cité. Il y a aussi d'autres responsables. Pas seulement Trump, d'autres responsables aussi. Oui, et il va essayer de saboter toute la négociation, tout l'accord qu'ils essayent de conclure ensemble. Absolutely correct. And of course, this also, C'est tout à fait exact. Et bien sûr, tout ça est aussi lié à la possibilité que Netanyahou perde les prochaines élections en Israël. Et si ça arrive, il va en prison. Point final. C'est la fin. Donc ce sera sa dernière carte à jouer et c'est dangereux. Très dangereux. Et beaucoup de gens dans l'axe Epstein, celui de Washington, New York, New Jersey, eh bien ils paniquent complètement parce qu'ils savent que c'est là que Netanyahou détient tout le dossier. Et ça va être terriblement compromettant pour tous ceux qui occupent une position de pouvoir aux États-Unis et qui se retrouvent pris dans le filet. Et ça fait beaucoup de monde. Donc, c'est aussi sale que possible. On dirait une telenovela mexicaine qui part en vrille. Il se passe toutes sortes de choses affreuses et on n'en est qu'au tout début. Littéralement. we are only at the beginning. Literally. I think the problem is the timeline right now, Pepe. Je pense que le problème en ce moment, Pepe, c'est le calendrier. In the last Ce que j'ai remarqué ces 2 ou 3 derniers jours, c'est que J.D. Vance commence à vraiment se faire remarquer. Il a donné plusieurs interviews. À mon avis, il montre qu'il est sérieux pour 2028. Et le calendrier, c'est qu'il reste 2 ans de présidence Trump. La dernière année, en gros, c'est l'année électorale, donc tout le monde se prépare, fait ci, fait ça. Il leur reste 1 an. Donc, ce sera impossible pour les États-Unis de revenir dans la guerre, puis d'en sortir. Et je pense que c'est aussi un problème pour Israël. True. That's the problem for Israel as well. Absolutely. And Vance is already positioned. Absolument. Et Vance est déjà en train de se positionner. Et bien sûr, ce n'est pas vraiment Vance. Ce sont ses sponsors. Et on sait très bien qui sont ses sponsors. Encore plus dangereux que les actuels. Donc s'il est élu, ce sera le président techno-fondamentaliste. Bien plus dangereux que l'actuel orang-outan de la barbarie. Bien plus dangereux. Et ce n'est pas un hasard s'il commence à se positionner maintenant, parce qu'il cherche des ouvertures. Il voit bien qu'il n'y a aucun angle possible pour que Trump puisse d'abord échapper à la défaite stratégique massive qu'il s'est infligée à lui-même et aux États-Unis. Très peu de chances qu'il survive aux élections de mi-mandat. Slim possibility he's going to survive the midterms. Then he becomes a lame duck. And obviously, they will go out. Alors, il devient un président en fin de mandat, sans réel pouvoir. Et évidemment, ils vont chercher à le destituer, à semer le chaos contre ses proches, sa famille, sa fortune, tout ce que tu veux. Donc Vance sera un peu l'ange de la miséricorde dans tout ça. Et il se prépare déjà à ce rôle. En fait, la campagne pour les prochaines élections a déjà commencé, Nima. Concrètement, oui. Et on peut imaginer à quel point Trump est désespéré, parce qu'il cherchait désespérément une porte de sortie. Ce protocole d'accord qu'il pourrait présenter, comme on le disait au début, en 3 étapes, grosso modo comme une victoire. Du genre, très bien, j'ai rouvert la libre circulation du pétrole en Asie de l'Ouest. Mais ça ne suffit pas, parce que les conséquences de cette défaite stratégique vont durer. Because the effects of the strategic defeat will linger and will linger for a long
Et ça va durer longtemps. Les Iraniens, à la table des négociations, vont être impitoyables. D'abord, parce que l'Iran n'a rien à perdre. Quand l'Iran et les États-Unis sont face à face, les Iraniens disent « Voilà nos 14 points, et vous devez tous les respecter. Nous voulons notre argent. Nous voulons la levée des sanctions. Nous voulons une résolution finale au Conseil de sécurité de l'ONU que vous ne pourrez pas contourner, parce que nous avons le soutien de la Russie et de la Chine, et vous le savez très bien. Et bien sûr, nous voulons que vous quittiez l'Asie de l'Ouest avec toutes vos bases. » Tu peux imaginer, Nima, un président des États-Unis accepter tout ça? Impossible. On sait tous que dans la réalité, c'est tout simplement impossible. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Relancer la guerre? Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les armes. Ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de stratégie. Ils n'ont même pas de tactique. Ils n'ont pas les missiles. Ils n'ont pas de Tomahawks. Ils n'ont rien. Et ils savent que la première victime, enfin, pas vraiment une victime, mais la première cible, ce sera Israël. L'Iran a le doigt sur la gâchette, prêt à raser Israël dès qu'il décidera de le faire. Et ça, les Américains le savent aussi. Donc il n'y a pas d'issue pour eux. Le mieux qu'ils puissent faire, pour l'instant, c'est dire « D'accord, on a un accord », qui n'en est pas vraiment un. Mais c'est la seule chose qu'ils peuvent présenter. C'est une façon pour Donald Trump de trouver un moyen de se retirer de la région. Oui, c'en est une. C'est une porte de sortie. Par exemple, il y a un élément dans la médiation pakistanaise qui est vraiment astucieux. Et ça, je l'attribue au maréchal Asim Munir. Cet homme est extrêmement compétent dans ce qu'il fait. Et comme il a un accès direct à Trump, on peut dire avec une certaine assurance qu'il a présenté ça à Trump en disant « Regardez, c'est la meilleure porte de sortie possible à ce stade, et nous la mettons en place pour vous. » Je suis sûr qu'Asim Munir a réussi ce coup-là, sans aucun doute, avec l'aide, d'après nos interlocuteurs, de personnes présentes à la table et de nos sources proches de ces mêmes personnes. C'est ce dont il parle sans arrêt et sur quoi il travaille d'arrache-pied pour que ça se réalise. Tu te rends compte? Larry et moi, on nous a dit il y a environ 2 semaines que tout le haut niveau du gouvernement pakistanais était impliqué, Nima, pour réussir ce coup-là. C'est pour ça qu'ils faisaient tout ce vacarme autour du protocole d'accord, encore et encore. Évidemment parce qu'ils ont d'excellents canaux avec les pétromonarchies du Golfe, d'excellents canaux avec Téhéran et d'excellents canaux avec la Maison-Blanche. Voilà. Et le joyau caché de la couronne, le soutien total de la Chine. Donc, impossible de se tromper. Si ça a mal tourné, c'est parce que, bon, ce sont des diplomates très compétents. Mais même s'ils ne l'avaient pas été, ils auraient quand même réussi, parce que la Chine était derrière, en train de tout superviser. Ils ont dit hier que le deuxième round allait avoir lieu. Le ministre chinois des Affaires étrangères a dit que cette deuxième phase de négociation allait être plus difficile. Et il a bien insisté. Il a dit que ça allait être plus dur. Vous savez, il a expliqué que le protocole d'accord est en cours en ce moment, mais que les discussions qui suivront ce protocole vont être vraiment compliquées. Bien sûr, et ils le savent, Nima. Ils ont contribué à faire aboutir le protocole d'accord. Mais les Chinois, eux, pensent déjà à ce qui va être discuté pendant les vraies négociations, celles qui commencent après la période de 60 jours. Bien sûr, ils le savent. Et, par exemple, le processus de décision à Washington, on sait tous à quel point c'est chaotique. En fait, il n'y a pas vraiment de processus de décision. Tout dépend de ce qui se passe dans la tête de Trump. Et il n'écoute pas. Enfin, il écoute peut-être 2 ou 3 personnes, les mauvaises parce qu'elles sont incompétentes, mais c'est tout. Il n'écoute personne d'autre. Il n'écoute pas une voix de raison. Donc,
Si les Pakistanais arrivent à le convaincre que c'est ça, que c'est le meilleur accord possible, eh bien rien que ça, franchement, c'est déjà énorme. It's already in itself, wow, enormous. And that's the only logical explanation. Et c'est la seule explication logique. Il y en a une autre, Nima, mais elle est vraiment très, très complexe. Je la tiens d'une de mes vieilles sources à Washington, mais je n'ai pas encore eu le temps de... C'est un très long mail, plein de détails. Mais en gros, si je peux dire ça, et je le révèle d'ailleurs pour la première fois dans ton émission, c'est une info toute fraîche, mais je n'ai pas encore eu le temps de tout analyser. En résumé, ce que je peux te dire, à toi et à nos auditeurs, c'est que ça concerne une estimation sur 60 jours à partir du 15 juin. Donc ça veut dire lundi dernier. C'est une évaluation des risques liés à la consommation de pétrole et aux réserves stratégiques des États-Unis. Et Trump a eu accès à ces chiffres. And Trump got these numbers. And when he looked at these numbers, he was absolutely... Et quand il a vu ces chiffres, il a été complètement terrifié. Parce qu'en gros, ça veut dire que d'ici la mi-août, donc dans 2 mois, ils vont atteindre un niveau d'urgence. Ils ne pourront plus utiliser leurs réserves stratégiques. Et le déficit mondial d'approvisionnement en pétrole serait immédiatement multiplié par des millions de barils, ce qui provoquerait une crise mondiale à la mi-août, en plein été. Je vais devoir examiner tout ça en détail, et je pense que j'écrirai quelque chose à ce sujet. Lors de notre prochaine réunion, on en parlera plus en profondeur. Mais c'est une information extrêmement importante, et très peu de gens y ont accès. Je n'ai pas vu ce sujet abordé, ni par Bloomberg, ni par le Financial Times, par exemple. I haven't seen this thing being discussed by Bloomberg or at the FT, for instance. Not yet. So this is it. Pas encore. Donc voilà, il a eu les chiffres et il a dit, dans 2 mois, tout le monde est complètement foutu. L'économie mondiale est foutue. Ça veut dire qu'il faut relancer le flux de pétrole, genre dès hier. Et ce serait la principale raison du protocole d'accord. Ce scénario-là, je le préfère largement à celui où les Iraniens finissent par les convaincre en disant qu'ils vont bombarder Israël. Trump, au fond, il s'en fiche complètement d'Israël. Ce n'est pas un problème américain. Mais là, c'est différent. C'est une crise mondiale, y compris aux États-Unis, avec la situation financière et économique du pays qui s'effondre et explose en même temps, dans 2 mois. Et ça, ce serait une très bonne raison de dire, bon, on ouvre Hormuz maintenant. This would be a very good reason to, okay, open Hormuz now. I think that's why Je pense que c'est pour ça qu'il était au sommet du G7. Il parlait uniquement de l'économie et du fait que le prix du pétrole est en train de baisser. Voilà, c'est autour de 74, quelque chose comme ça, et ça va encore descendre. Tout tourne autour de l'économie, rien de concret. Tu as raison. You're right. So he had these numbers on his Donc, il avait ces chiffres en tête. Tu vois, ma source avait totalement raison. Et ce type, c'est un des vieux maîtres de la géoéconomie. À chaque fois qu'il m'envoie quelque chose, c'est juste. It's correct. Pepe, quand on parle du Liban, on sait qu'Israël est toujours là, qu'il essaye d'y rester, alors que les gens, eux, commencent à retourner chez eux. And they're saying every day, Et ils répètent chaque jour, nous ne partirons pas, nous allons rester dans le sud du Liban. Et leur plan, c'est de contrôler le sud du Liban et les zones qu'ils ont prises à la Syrie, sans limite de temps. from Syria indefinitely. since the announcement of MOU, they have Depuis l'annonce du protocole d'accord, ils l'ont répété plus de 10 fois. Netanyahou a dit, nous n'allons pas quitter le Liban. Nous n'allons pas nous retirer du Liban. Aujourd'hui, on a eu Smotrich, Israel Katz, le ministre de la Défense israélien. Chacun d'entre eux insiste, ils répètent la même chose. Nous n'allons pas partir. Nous n'allons pas nous retirer du Liban. Ça veut dire qu'ils subissent une certaine pression d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas d'où ça vient. Et qui fait ça? Est-ce à cause du Liban? Est-ce à cause de la situation? Parce que hier, l'Iran a annoncé que depuis la déclaration du cessez-le-feu, Israël avait attaqué le Liban plus de 84 fois.
Et on va arriver à un point où l'Iran ne reculera plus. Ils vont attaquer Israël. Mais cette fois, ce ne sera pas des paroles. Ce sera soudain, ils vont frapper. Et à mon avis, ce sera la fin du protocole d'accord. You're absolutely right. Just like we had a situation Tu as tout à fait this raison. Sunday, we Comme could ce have qu'on the a same vu dimanche, situation in on the pourrait next très bien weeks avoir la when même we're situation dans les and 2 the prochains MOU jours, will be avant dead on Genève. arrival, Et le protocole d'accord sera mort-né, because this is littéralement, exactly what, parce que c'est Israelis exactement want. ce que And veulent it's les not Israéliens. only Netanyahu. Et ce n'est pas Everybody, seulement everybody, Netanyahou. the opposition, Tout le everybody. monde, même l'opposition, tout le monde. Daï va devenir leur Gaza version 2.0. La seule chose qui peut les arrêter, c'est s'ils sont bombardés jusqu'à la mort, vraiment. Et l'Iran est prêt à le faire. Donc le calcul iranien, c'est d'accord. Est-ce qu'on aide à enterrer le protocole maintenant ou est-ce qu'on lui laisse une chance? Do we help to bury the MOU now? Do we give it a chance? But if we give it a chance, Israel will continue to bomb Lebanon. Mais si on lui laisse une chance, Israël va continuer à bombarder le Liban. Et nous, on ne répond pas. On ne peut pas. On a fait une promesse publique à notre peuple et au peuple libanais qu'on les défendrait. Donc c'est une position très difficile. Et Israël pousse l'Iran à prendre une décision. Mais il y a toujours, je dirais, un plan C. L'Iran peut, comme il l'a fait dimanche, dire aux Américains « Regardez, ces gens bombardent notre protocole d'accord. Si vous ne faites rien, pas de problème. De notre point de vue, le protocole continue, mais nous, on s'occupera d'Israël directement. » Ce serait le plan C. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? What do you think? What do you think? You think it's feasible? Tu penses que c'est faisable? Moi, je crois que pour l'Iran, c'est évident qu'ils ne vont pas arrêter de soutenir le Hezbollah ou le Liban. C'est une ligne rouge, la plus rouge de toutes pour l'Iran. Ils vont continuer à soutenir le Hezbollah et le Liban aussi longtemps qu'il le faudra. Pour eux, ça ne fait aucune différence. C'est tellement important, Pépé. Je ne sais pas. Peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas la nature du lien entre l'Iran et le Liban. C'est un lien très profond, tellement profond, que d'une certaine façon, le Liban compte plus qu'une province iranienne, je dirais. C'est à ce point-là que le Liban est important pour l'Iran. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas reculer sur leur position concernant le Liban. Ils prévoient déjà de reconstruire le sud du pays et de voir comment ramener les habitants. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Laith Marouf à Beyrouth. Il a dit qu'environ 20% des maisons, tous ces bâtiments, avaient été détruits dans le sud du Liban. Et on a vu les images qui viennent de la région. Mais le point essentiel, c'est que, avant toute reconstruction, il faut faire quelque chose. Il faut ramener un minimum de raison. Et ça n'arrivera pas tant que l'occupation israélienne du Liban continuera. Tôt ou tard, je ne sais pas si vous avez entendu Macron dire que le Hezbollah devait déposer les armes. Eh bien, Israël doit faire la même chose. Je ne sais pas si quelqu'un se soucie vraiment de ce que dit Macron. Mais en gros, oui, il faut forcer Israël à quitter le Liban. Il n'y a aucun moyen d'avoir Israël au Liban et en même temps d'avoir ou de conclure un accord avec les États-Unis. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est inclus dans le protocole d'accord. Mais les Américains n'ont toujours pas compris, Nima. Ce que tu viens d'expliquer n'entre pas dans leur tête d'enfant de 4 ans. Et l'Iran doit faire entrer ça dans la tête de l'administration Trump. C'est comme ça qu'ils essaient de s'y prendre, à mon avis. Ils essaient de le faire sur le plan politique. Ils essaient aussi de le faire sur le plan militaire. Ils ont tenté de montrer à Israël la ligne rouge au Liban. Mais voyons ce qui va se passer. Je pense que c'est, peu importe qu'il s'agisse du détroit d'Ormuz, des avoirs gelés ou des sanctions contre l'Iran. D'abord le Liban. Le premier point, c'est le Liban. Dans chaque plan en 10 points, plan en 14 points, dans tous les plans qu'ils ont présentés jusqu'à maintenant, le premier point, c'est toujours le Liban. Voyons un peu quelle serait la réaction. Mais l'autre point, Pépé,
Tu as mentionné la rencontre entre Donald Trump et 2 membres des BRICS. Or, il y a aussi eu une rencontre avec MBZ, des Émirats arabes unis, et le cheikh Tamim, l'émir du Qatar. Au moins, le cheikh Tamim a dit que l'objectif principal de son pays, c'est de mettre fin au conflit, de parvenir à un accord dans la région. Ils sont vraiment désespérés. Ils savent à quel point la guerre a été dévastatrice pour eux. Alors comment le Pakistan perçoit-il la situation avec les pays du CCG? Quelle est sa compréhension de ces pays du Golfe et de cette sorte de nouvelle réalité dans la région? Encore une fois, c'est parce qu'ils entretenaient des relations très étroites, surtout avec le Qatar et l'Arabie saoudite. Et le Qatar, comme l'Arabie saoudite, parlait aussi discrètement au niveau des chefs de gouvernement avec l'administration Trump. Ne relancez pas la guerre. On ne peut pas se le permettre. On sera détruit si vous la redémarrez, et ce sera sur vous. C'est votre responsabilité. Et les Pakistanais, quand ils coordonnaient avec leurs interlocuteurs, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Égypte, surtout ces 4-là, les plus importants, les Émirats arabes unis étant plus éloignés, ils coordonnaient aussi avec les Iraniens, en cherchant à établir un modus vivendi entre l'Iran, le CCG et d'autres acteurs régionaux comme l'Égypte. Il y avait donc une certaine confiance dans ce que les Pakistanais essayaient de mettre en place. Et bien sûr, les Pakistanais transmettaient aux Américains le point de vue iranien, tout en répétant les inquiétudes des monarchies du Golfe. Donc ce n'était pas un problème de communication. Au contraire, l'administration Trump recevait un flot d'informations chaque jour. Des médiateurs, de l'Iran via ses médiateurs, du CCG par les médiateurs, et même directement des dirigeants du CCG. Alors si malgré tout ça, ils ne comprennent toujours pas, eh bien franchement, leur QI est en dessous de 0. Même pas à température ambiante, tu vois. Et c'est bien ça le problème, Nima. Ils ne comprennent toujours pas. Ils ne voient toujours pas que le Liban fait partie intégrante de l'ensemble, de tout cet ensemble qu'est l'Asie de l'Ouest. Pas un tout au sens abstrait, mais une pièce essentielle du tableau d'ensemble. Pepe, on parle d'un deuxième front pour l'administration Trump. Pour elle, ce deuxième front, c'est la guerre en Ukraine. Oui, Il a dit qu'il semblait être d'accord d'une certaine façon avec ce qu'a dit Macron. Je ne sais pas. On n'a aucune image, aucune vidéo de Donald Trump. Mais ce que Macron a dit, c'est que Donald Trump se rapprochait des Européens et mettait plus de pression sur la Russie. N'importe quoi. En tout cas, pour ce qui est des sanctions. Il n'y a aucune preuve à ce sujet. Et si c'est vraiment le cas, les Russes seront les premiers à le savoir. Les Russes ont d'excellentes sources d'informations, très proches de la Maison-Blanche. Ils seront donc les premiers informés. Bien sûr, personne ne se fait d'illusions. Mais l'élément le plus important, et c'est ce que j'ai constaté à Moscou et à Saint-Pétersbourg il y a moins de 2 semaines, c'est que la réorganisation de l'opération militaire spéciale est inévitable. Et il y a une forte probabilité que la situation devienne explosive, parce que tout le monde a perdu patience face à la guerre des drones terroristes menée par l'Ukraine, l'OTAN et le MI6. Et évidemment, l'opinion publique commence déjà à interroger directement le Kremlin à ce sujet. Car cela a un impact direct sur la vie quotidienne des gens qui vivent à l'intérieur de la Fédération de Russie. Alors évidemment, cette discussion sur des frappes ciblées contre certains des Chihuahuas. Maintenant, la question, c'est plus de savoir si ça va arriver, mais quand. C'est une question de timing. Et bien sûr, tout ça doit être très calculé, comme tout ce que fait Poutine, n'est-ce pas? Mais c'est la priorité principale pour la Russie en ce moment. Ils savent qu'ils doivent expliquer de façon très concrète, à travers les cartes de visite de M. Kinzhal, de M. Zirkon, et ainsi de suite,
qu'on ne peut pas lancer une guerre contre eux et s'en tirer comme ça. Donc, on est passé à l'étape suivante. Et puis on a un imbécile inqualifiable, comme le chef de l'armée de l'air allemande, qui déclare « Nous sommes prêts à entrer en guerre contre la Russie dès aujourd'hui ». Eh bien, bonne chance. Tu vas finir en bratwurst grillé en une fraction de seconde. A matter of millimeters of a second. Milliseconds. Des millisecondes. Des millisecondes. Pathétique. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent s'en tirer comme ça. Non seulement avec leur provocation, mais aussi avec leur rhétorique, encore et encore. Et vous savez, ces gens-là n'apprennent jamais de l'histoire. En fait, ils n'en tirent jamais aucune leçon. Et bien sûr, ce réarmement de l'Allemagne, les Russes observent tout ça, ils font leurs calculs. Ils les ont déjà faits d'ailleurs. Et ils se disent, on va devoir gérer tout ça une fois de plus. Mais voilà, c'est inévitable. Et en même temps, en arrière-plan, ils soutenaient les Chinois sur la question iranienne. Après tout, la Russie et l'Iran ont aussi un partenariat stratégique. Les Chinois, eux, sont plus actifs. The Chinese are more active. For them is a matter of national security. Pour eux, c'est une question de sécurité nationale, la survie de l'Iran, l'accord qu'ils ont, l'énergie, les infrastructures, l'Iran comme un nœud clé des nouvelles routes de la soie, et tout ce qui va avec. Pour la Russie aussi, l'Iran est un partenaire, très très important. Le corridor international de transport nord-sud, par exemple. Mais on voit du mouvement en Russie en ce moment. Vous savez, la Russie, c'est fascinant. Pendant des mois, il ne se passe absolument rien, et puis soudain, boum. Et quand ils décident de frapper, mieux vaut ne pas se trouver sur leur chemin. Et l'Europe, elle, n'a toujours pas retenu la leçon, surtout les Britanniques. Donc cela voudrait dire que les Britanniques doivent recevoir une leçon, et plutôt tôt que tard. Et ça, c'est déjà discuté ouvertement en Russie. And that's already being discussed openly in Russia. Je peux confirmer que le partenariat entre l'Iran et la Russie, entre l'Iran et la Chine, vient de passer à un tout autre niveau. Je n'ai jamais vu ça. Oui, vous avez raison. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour toute la région. Et je pense que les pays du CCG en ont d'une certaine façon conscience. Ils voient bien ce qui se passe et ils doivent s'adapter. Ils doivent agir en conséquence. Et le Pakistan, ça aide. Le rôle du Pakistan, c'est aussi d'expliquer au CCG, écoutez les gars, le monde dans lequel vous viviez, il n'existe plus. Il faut vous adapter à un nouveau paradigme. Voilà. Nous en faisons partie et nous pouvons vous aider. D'abord, vous devez vous aider vous-même. Ensuite, nous pourrons vous aider. Vous avez besoin d'un nouveau parapluie protecteur. Nous pouvons le faire. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes une puissance nucléaire d'ailleurs. Nous avons tout ce dont vous avez besoin et nous avons le soutien de la Chine. Donc, dès que vous déciderez de mettre en place un nouveau parapluie protecteur, un parapluie de sécurité autour de l'Asie de l'Ouest, nous sommes prêts à faire affaire. Et comme nous avons de bonnes relations avec l'Iran, l'Iran ne va pas s'y opposer. Au contraire, ce sera encadré. Vous savez, la répartition de la sécurité, ce sera l'indivisibilité de la sécurité. C'est un concept russe, celui que les Russes ont essayé d'expliquer à la précédente administration américaine et que ces idiots, évidemment, n'ont pas compris. Et c'est aussi le concept chinois. Les Chinois, eux, comprennent ce qu'est l'indivisibilité de la sécurité. Ils en ont parlé quand Poutine a rendu visite à Xi. C'est dans le texte, pas formulé exactement comme ça, mais c'est bien dans le texte de la déclaration conjointe entre la Russie et la Chine lors de la visite de Poutine à Xi. Ça parle de sécurité pour tout le monde en Eurasie. D'après les sources pakistanaises, ils envisagent de mettre en place une nouvelle architecture de sécurité pour la région. Cela s'explique par le partenariat entre le Pakistan et l'Arabie saoudite et aussi par la situation dans le détroit d'Ormuz, dont on a parlé hier. Au moins, selon Axis, qui l'a rapporté et confirmé,
Le détroit d'Ormuz restera sous un protocole d'accord. Il restera donc sous contrôle iranien. Absolument. Voici le nouveau visage de l'Asie de l'Ouest. Et comment le perçoivent-ils s'ils veulent vraiment une nouvelle architecture de sécurité pour la région? Eux, tu veux dire qui? Je parle du Pakistan, avec l'Arabie saoudite, peut-être l'Iran et la Russie. Tout le monde va devoir s'adapter, d'abord, au nouveau statut juridique du détroit d'Ormuz. Et bien sûr, il s'agit de frais administratifs, environnementaux et de sécurité. Pas d'un péage comme avant, imposé par l'Iran. Tout comme Oman va aussi appliquer ses propres frais. C'est la nouvelle réalité, et tout le monde est déjà en train de s'y adapter. D'ailleurs, même avant ça, d'autres pays s'étaient déjà adaptés, puisqu'ils payaient les anciens péages. Beaucoup de nations ont payé ces péages ou ont envoyé des émissaires pour discuter avec l'Iran, comme les Sud-Coréens, et les autres payent aussi. Voilà, c'est une nouvelle réalité. Et il n'y a rien que les Américains puissent faire à ce sujet. Ils ne contrôlent pas le détroit d'Ormuz. Point final. Le détroit d'Ormuz est contrôlé par l'Iran et par Oman. Point final. Voilà, c'est comme ça. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leurs eaux territoriales. Et ça, par exemple, les Émirats arabes unis vont devoir s'y faire. Vous ne voulez pas l'utiliser? Très bien, c'est votre problème. Utilisez vos oléoducs si vous pouvez. Exportez par la mer Rouge si vous pouvez. Mais c'est tout, c'est votre problème. Si vous voulez passer par le détroit d'Ormuz, vous devrez payer des droits comme tout le monde. Voilà. Ce ne sera pas une tâche facile. Oui, non. Ce qui rend ces questions très complexes et imbriquées plus faciles à gérer, Nima, c'est que le Pakistan joue un peu le rôle de lion, disons-le comme ça, et qu'il entretient de bonnes relations avec tout le monde. Du coup, ils peuvent expliquer d'un côté à l'autre, « Regardez, voici les nouvelles règles du jeu. Nous en faisons partie. Vous en faites tous partie. Donc, il faut qu'on trouve une logique commune, qu'on se rassemble et qu'on se comprenne. » Le point essentiel, c'est que les États-Unis ne feront plus partie du jeu, en gros. Et ça, pour eux, ce sera impossible à admettre. Et ces bases, d'ailleurs, ne seront jamais reconstruites. Non. Non. Pépé, est-ce que tu vois les États-Unis revenir à Cuba? Cuba souffre en ce moment, je crois. Oui, je suis très inquiet, Nima, parce qu'ils vont avoir besoin d'une diversion après cette énorme défaite stratégique. Et les principales cibles se trouvent en Amérique latine. La première, c'est Cuba, donc on devrait tous s'en inquiéter. Vraiment. Beaucoup. Et bien sûr, tout ça fait partie de la stratégie de sécurité nationale. Notre arrière-cour, comme on dit. Voilà. C'est l'un des deux axes de cette stratégie, l'hémisphère occidental et l'Asie de l'Est. Le confinement de la Chine. Pour l'instant, ils ne peuvent rien faire contre la Chine. Donc voilà. Mais n'oubliez pas le Groenland. Le Groenland pourrait être une autre diversion. Oui, Mais ça pourrait être plus simple que Cuba. beaucoup plus facile que Cuba. Le Groenland. Le Groenland, c'est très simple. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent du Groenland dès qu'ils décident de le faire. Cuba, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Et Cuba, c'est une obsession particulière de la diaspora cubaine, des gens qui soutiennent Marco Rubio, et plus largement du Congrès américain tout entier. C'est une blessure, du point de vue américain, qui dure depuis bien trop longtemps. Alors, oui, je m'inquiète. Je m'inquiète de savoir jusqu'à quel point la Russie et la Chine pourront défendre Cuba. Les Cubains sauront se défendre du mieux qu'ils peuvent, ça ne fait aucun doute. Mais ils vont avoir besoin d'aide extérieure et d'une aide venant de grandes puissances. C'est certain. N'attendez rien des voisins latino-américains. Rien du tout. Moins que rien. Mais la Russie et la Chine vont devoir bouger. On ne sait pas encore comment. Mais c'est de la géopolitique toute tracée. Pas vrai, Nima?
On ne sait pas. Les Chinois et les Russes pourraient bien nous réserver quelques surprises. The Chinese and the Russians certainly may have a few surprises. C'est vraiment triste à voir. It is. Oui, c'est extrêmement inquiétant, mais c'est comme ça. Nous faisons face à un empire qui s'affaiblit, qui a peur et qui devient très dangereux. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ils deviennent chaque jour plus dangereux, surtout quand ils sont vaincus. Especially when they are defeated. Merci, Pep. Obrigado, Pepe. Merci, merci beaucoup. J'aurais voulu être plus optimiste. Tu ne peux pas. Je vous le dis, c'est impossible d'être optimiste. Exactement. C'est trop dur. Quand on arrive ici, c'est moche. Chegando aqui, fica feio. Yeah, but we have to keep the spirit. Oui, mais il faut garder l'esprit du gardien du Cap-Vert, celui qui a réussi à arrêter l'Espagne pendant la Coupe du Monde. Ce type, maintenant, c'est un phénomène mondial. Il incarne la résistance. Voilà, c'est ça. Alors, vous savez, Vozinha, nous sommes tous Vozinha maintenant. So, Vozinha. We are all Vozinha now. Oui, exactement. Très bien, Pepe. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Toujours un immense plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine avec encore plus d'enfer à explorer. Au revoir. Bye bye. Cheers. Bye bye.